Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez bien sûr chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la micro et les résultats d'entreprise qui sont à l'honneur aujourd'hui à l'occasion d'une séance sans grand indicateur macroéconomique, sans déclaration fracassante de banquiers centrales, qu'ils soient américains ou européens. Et donc, ce sont les entreprises qui animent cette séance, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, avec, il faut le signaler, une petite essoufflement de la baisse du jour sur les indices européens, notamment, qui vont terminer en léger retrait, avec notamment les résultats de Kering, qui ont secoué le marché parisien. Kering connaît une baisse marquée après un chiffre d'affaires et surtout des perspectives de résultats opérationnels qui seront passablement abîmés sur ce premier semestre au moins. Le groupe avait déjà prévenu sur ses ventes il y a quelques semaines et c'est maintenant la question du résultat opérationnel qui pourrait être amputé de 40 à 45% selon les estimations qui ont été fournies par le management de Kering. Nous en parlerons largement avec nos invités. D'autres résultats en revanche ont été bien mieux appréciés par les investisseurs, notamment dans le compartiment technologique, que ce soit l'américain Texas Instruments hier soir ou encore le néerlandais européen ASM International aujourd'hui. L'ensemble du secteur de la tech et des semi-conducteurs notamment est porté par cette série de bonnes publications. Vous aurez le détail évidemment de tous ces chiffres dans un instant avec Pauline Gratel. Et puis côté américain, on voit le titre Tesla qui rebondit. Est-ce que Elon Musk est en train de reprendre la main? Il a en tout cas délivré ce que Wall Street voulait entendre, à savoir une accélération du programme visant à fournir un petit véhicule électrique plus abordable le plus rapidement possible. Elon Musk qui ne s'est pas privé également de parler d'intelligence artificielle, estimant que Tesla doit être perçu également comme un groupe de tech de ce point de vue-là, avec des développements importants dans l'intelligence artificielle. C'est Meta, une des vraies stars au sein des 7 magnifiques, qui publiera ses résultats ce soir. Meta qui avait annoncé il y a quelques temps le versement d'un premier dividende de son histoire. Meta donc publiera ses chiffres après la clôture à Wall Street tout à l'heure. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché autour de ces résultats d'entreprise. Et puis dans le dernier quart d'heure, nous nous focaliserons sur une thématique de fond, un méga trend autour de la finance du futur. Et c'est Ronnie Michali, le président de Galilée Asset Management, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Avant d'accueillir nos invités de Planète Marché, les infos clés du jour sur les marchés au terme d'une séance marquée par la microéconomie, et c'est avec Pauline Gratel. Les bourses européennes sont animées après les nombreux résultats d'entreprises. Le CAC tourne autour de 8100 points au cours de la séance, après un début de mois d'avril en demi-teinte, sur fond de doute sur le calendrier des baisses de taux de la Fed. Mais ces derniers jours, le marché a plutôt les yeux rivés sur la micro. Dans le secteur du luxe français, Kering chute de 9% au cours de la séance pour atteindre son plus bas niveau depuis 2017, après avoir fait état de prévisions décevantes pour le premier semestre, avec un recul attendu jusqu'à 45% de son résultat opérationnel. Concernant le chiffre d'affaires du premier trimestre, il ressort en baisse de 10% en raison des difficultés de Gucci et de la faible demande chinoise. L'autre chute du jour, c'est celle d'Eurofins qui cède plus de 6% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes. Partons aux États-Unis pour découvrir les résultats du premier des 7 magnifiques à publier, Tesla, qui fait état de résultats en forte baisse, bénéfices en recul de 55%, chiffre d'affaires de moins 9% et ventes en souffrance. Pas d'étonnement là-dessus puisque le marché attendait le pire. Mais surprise, Elon Musk promet une voiture à bas coût aussi vite que possible, une voiture qui serait vendue autour de $25 000 et c'est ça qui réjouit les investisseurs. Le titre est en forte hausse aujourd'hui, 10% dès l'ouverture, mais attention à mettre en relation tout de même avec une perte de 40% depuis le début d'année.
Toujours aux États-Unis, ça bouge dans le secteur des semi-conducteurs. Texas Instruments fait état de revenus en baisse, mais au-dessus des attentes. Le groupe fait part de prévisions solides pour le deuxième trimestre. Cette publication rassure le marché et le titre grimpe de 8%. À Amsterdam, c'est ASM International, la vedette. Son titre bondit de 12% après avoir fait état d'un nombre de commandes record au T1. Les revenus pour le second trimestre sont également attendus en hausse. Dans le sillage de ces deux publications, ST Microelectronics, qui doit d'ailleurs publier demain, en profite et monte en tête du CAC. X-Fab, dont le chiffre d'affaires est aussi attendu demain, se hisse au plus haut du SBF 120 et Infineon en tête du DAX. Dans le secteur de l'aviation, Boeing publie des résultats en repli. Le chiffre d'affaires recule de 8% au T1 et la consommation de trésorerie s'élève à 4 milliards de dollars contre 800 millions l'an dernier. La conséquence des problèmes de sécurité du 737 MAX notamment. Le titre était tout de même en hausse de 3% à l'ouverture de Wall Street. Dans le monde du paiement, Visa publiait hier soir des résultats au-dessus des attentes. Avec un bénéfice ajusté et un chiffre d'affaires en hausse, les investisseurs applaudissent ces annonces et le titre ouvre en hausse de 2% à Wall Street. Au sein du CAC 40, Orange est en baisse de plus de 4% en milieu d'après-midi, malgré la publication de revenus en hausse au premier trimestre et la confirmation de ses objectifs annuels. Demain, la journée sera chargée, très chargée. Déjà, d'un point de vue macro, c'est la première estimation du PIB américain au premier trimestre qui sera sur le devant de la scène. Du côté des entreprises, aux États-Unis, demain, les investisseurs arbitreront les résultats de Meta et d'IBM, publiés après la clôture ce soir. Ils prendront aussi connaissance de ceux d'Alphabet et Microsoft dans la soirée de demain. En France, journée micro chargée également, puisqu'en tout et pour tout, pas moins de 11 sociétés du CAC sont attendues. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel en ouverture de Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nouran Charer nous accompagne, directeur de la gestion de Mansartis. Bonsoir Nouran. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Nicolas Braud d'être avec nous également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur associé chez Autingre Banque Privée et Gilles Guibou qui est à nos côtés également. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable des actions européennes chez AXA IM. Parlons de la micro, des résultats d'entreprise. À commencer par ceux de Kering. Nicolas, quel est le problème chez Kering ? Il n'y a rien de très nouveau, mais c'est vrai que l'écart se creuse. On est désormais sur un rapport de 1 à 10 entre la capitalisation boursière d'un LVMH, par exemple, autour de 400 milliards, et celle d'un Kering aujourd'hui autour de 40 milliards. Le cours de bourse est au plus bas depuis 6-7 ans maintenant. Toujours, évidemment, l'éléphant dans la pièce, Gucci, avec à nouveau une phase de transition qui suscite beaucoup de méfiance à ce stade de la part des investisseurs. Oui, en fait, les résultats qui sont au titre du premier trimestre, sortis hier soir, sont mauvais, mais ce n'est pas un choc. Ce n'est pas une grande surprise, puisque le déclin est ancien maintenant. Il est inscrit depuis quasiment 2 ans, en marche. Néanmoins, dans ces mauvaises nouvelles, le marché a une propension parfois à considérer que les mauvaises nouvelles, ça permet d'apurer et après on voit devant. Et ça n'est pas la réaction du marché au jour de la publication. Oui, d'autant que Kering avait déjà quand même, guidé un peu les investisseurs il y a quelques semaines. Il y avait déjà eu un travail de préparation de ce point de vue-là. Moins 20 chez Gucci, moins 10 au niveau du groupe, ils sortent moins 10 et moins 19, donc c'est en ligne. Mais c'est du côté des résultats, comme vous l'avez laissé entendre tout à l'heure. C'est significativement en dessous. C'est bien la preuve que même dans le luxe, même dans les industries où il y a des très fortes marges, la logique de levier opérationnel, ça va aussi dans les deux sens. Une baisse de 40-45% du résultat opérationnel. Massif. Guidé pour le premier semestre. Ouais. Enfin, ça veut dire que sur l'ensemble de l'année, on peut imaginer des marges pour Gucci autour de 25%. Et ça vient de 40%. C'est quoi ? C'est le reflet des efforts d'investissement quand même qu'il y a pour une nouvelle relance de la marque Gucci aujourd'hui ? C'est d'abord le reflet d'une marque phare qui ne remplit plus
qui ne correspond plus aux attentes du consommateur. En tout cas, nettement moins qu'avant. Il y a le côté aspirationnel, mais on voit bien que ça va très au-delà sur l'ensemble des géographies. Pas simplement la Chine. Le chiffre d'affaires est en recul sensible. On parle de moins 15 en Europe, moins 18 aux États-Unis, mais ça fait plusieurs trimestres que ça dure. Et en Chine, je crois que ce qui a été dit, c'est moins 20 sur la zone. On imagine moins 30 en Chine. Moins 30 en Chine sur un trimestre, ça veut probablement dire des rythmes supérieurs sur mars. Et mars-avril, visiblement, le deuxième trimestre a commencé un peu sur la même... Donc on revient au sujet fondamental de la demande. Et la demande est une offre qui a changé sous le coup d'un nouveau directeur de la création, et dont le groupe dit que, puisque ces produits ne sont pas encore en magasin, ça explique cette transition. Sûrement. Mais repositionner une marque dans une période où la croissance n'embarque pas tous les acteurs, loin s'en faut, la frénésie Covid, post-Covid est passée, elle s'est éteinte, elle s'est arrêtée. Donc on est un marché hyper sélectif, hyper polarisé. C'est le pire moment pour repositionner une marque, quoi. Mais en tout cas, c'est très dur, c'est un double challenge. Et en plus, évidemment, qui dit repositionner, ça coûte. Ce sont des investissements. C'est ça. Mais je crois que, et c'est là où je rejoins peut-être la lecture que donne le marché aujourd'hui à être sceptique, c'est qu'au-delà, est-ce qu'on a envie d'être prêt à jouer un rebond ? Je crois que c'est prématuré. Parce qu'en plus de tout ça... Ça se paye 15 fois maintenant. 15 fois les bénéfices futurs. Oui, enfin, ça dépend ce que vous prenez comme base. Le consensus, quoi. Entre hier soir et ce matin, hier matin et ce matin, les révisions, c'est 12-15% à la baisse. Donc, non, le sujet, il est plus large, parce que repositionner, c'est un peu comme les stocks, on en parlera sûrement à un moment, puisque c'est un sujet depuis des trimestres. On croit que ça va durer 2 trimestres, mais en fait, c'est long de repositionner, c'est très long. Et puis, il y a un risque que la proposition du nouveau créatif, Sabato Desarmes, plus classique, arrive à un moment où d'autres ont pris cet espace, et peut-être à un moment où la mode ne sera plus d'être très discret. Il y a une vraie rupture en termes, je ne sais pas, c'est ce qu'on dit. Mais entre Alessandro Michele et ce que propose aujourd'hui Sabato Desarmes, donc le nouveau directeur, effectivement, on n'est plus... Il y a un pari qui est fait de changer effectivement l'image de la marque. Là, exactement. De là. 30 à 40% de la collection sera peut-être dans les magasins en deuxième partie d'année, c'est un peu l'idée. Bon, et juste, c'est un peu anecdotique, mais ça révèle des choses. Lequel Michele a eu un grand succès après Tom Ford et vient d'être embauché chez Valentino, dont Kering à 30% depuis quelques mois. Et lui, il arrive avec une proposition qui n'est pas de faire du quiet luxury. Donc, en tout ça... Et puis, il y a un sujet évident. On ne va pas faire offense à François-Henri Pinault, mais il y a des questions sur sa légitimité, non pas en tant que propriétaire. Elle est indiscutable. Non. Mais sur la conduite des affaires, le côté un peu hands-off, pas assez impliqué, et il y a des sujets de gouvernance et de talent. Il y a une femme qui ressort de tout ça, c'est Francesca Bellettini, qui était la patronne de Saint-Laurent, qui va même bientôt être la patronne de tout, et certains disent pourquoi est-ce qu'elle ne remplacerait pas. Mais les talents, c'est pas une personne, c'est une équipe, et capacité à faire actionner une équipe. Métier de talent, people business, métier de talent, effectivement, oui, ça nécessite d'être vraiment au cœur du sujet. Cette industrie, elle est indissociable de la dimension talent, à tout niveau, jusqu'à la vente. Ils se battent tous pour les mêmes talents. Tous. Oui. Que vous inspire le dossier Kering? Ce qu'on peut en dire d'un point de vue spécifique? Est-ce qu'il y a des lectures qu'on peut généraliser à l'ensemble du secteur du luxe, sur la partie demande notamment? Un secteur phare pour nous, quand même, en France et en Europe. Nourane. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, et puis je rejoins complètement ce qui a été dit. Déjà, c'est pas une nouveauté, premièrement, et le warning en fait de Kering n'est pas surprenant. On est sur une industrie du luxe en fait à coût fixe, à hauteur de quasiment 70%. Donc en fait, une baisse du chiffre d'affaires qui avait été en plus préannoncée de l'ordre de 10 à 20% en fonction du domaine qu'on prend.
nécessite de toute façon, effectivement, un abaissement très fort sur la marge. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ces divergences opérationnelles, elles sont pas récentes, elles sont anciennes et elles sont liées, en fait, à des stratégies de marque, de développement assez différents. Si on prend juste quelques métriques pour vous donner un petit peu de granularité sur les différences de performance opérationnelle entre LVMH et Hermès, qui progressent en croissance organique de 20% depuis 2019. Et si on regarde Gucci, c'est 1%. Donc déjà, il y a une vraie divergence. En 2023, on a eu en fait la plupart des marques du luxe qui ont affiché des records en termes de marge et Kering qui a effectivement vu en fait sa marge baisser. Donc en fait, il y a des vraies divergences. Et quand on regarde notamment, on parlait de la Chine, mais quand on regarde en fait la dynamique de développement qui a été opérée en Chine par LVMH ou Hermès ou par Kering, elles sont bien différentes. Ouais. Déjà, Kering est arrivé beaucoup plus tôt en Chine. Les premiers magasins ouverts par Hermès, c'est seulement en 2010. Et là, en fait, ils sont seulement en train d'accélérer le développement de magasins pour 2024. D'accord. Il y a c'est un marché bien moins mature pour eux, vous voulez dire, de ce point de vue-là, disons pour un Hermès, par exemple. Aujourd'hui, il y a à peu près 24 magasins. Enfin, ils anticipent une accélération des ouvertures en Chine qu'ils n'ont jamais connue depuis 2010. Donc, ça sous-entend aussi qu'ils sont relativement confiants sur la consommation en Chine. Ça, c'est pour leurs produits. Pour Hermès, pour leurs produits. Et quand on regarde Kering, en fait, était beaucoup plus en avance sur la Chine, a ouvert 2 fois plus de magasins, par exemple, que Louis Vuitton. Et en fait, ils l'ont ouvert sur les villes tier 2, tier 3. Sur les tiers 1, ils sont quasiment pas présents. Enfin, j'exagère un petit peu, je tire le trait. Mais en fait, il y a quand même on inonde, quoi. Stratégie d'inondation. Stratégie d'innovation. Donc, en fait, aujourd'hui, de toute façon, on l'a dit un petit peu, mais c'est très dur de jouer sur une société comme Kering, une transformation. Il vaut mieux rester sur les leaders avec des positions affichées, marquées, avec des... Il y a une legacy, il y a un passif qui est trop lourd à piloter, même de ce point de vue-là. Qui est trop dangereux. Trop dangereux. Pas trop lourd, ils peuvent y arriver. Je ne dis pas que c'est pas un challenge qu'ils peuvent remporter, mais c'est beaucoup trop dangereux pour un actionnaire et pour un investisseur. Et ça ne peut pas reposer juste sur un seul nouveau créateur ou directeur artistique. En tout cas, il ne faut pas le jouer. C'est une partie importante, mais ça ne peut pas être que ça. Oui, et puis il ne faut pas être original quand on est investisseur. En fait, il faut plutôt être performant. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, l'originalité, en général, ne paye pas trop. On essaye toujours d'aller chercher des petites pépites pour jouer les retournements, mais dans le luxe, il vaut mieux éviter la preuve. Donc Kering, pas envie de jouer une recovery de Kering aujourd'hui, même si c'est peut-être la valeur qui se paye la moins chère du secteur avec Burberry. LVMH, vu que c'est un global, finalement, on n'est pas... Quand on regarde la valorisation des secteurs du luxe, je mets Hermès de côté, on peut mettre Ferrari de côté, etc. Mais globalement, on est sur des valorisations qui sont plutôt... correct par rapport aux moyennes historiques. Vos commentaires sur Kering, bien sûr, après tout ce qui a été dit, Gilles, et puis par comparaison, par effet miroir, qu'est-ce qui est beaucoup plus intéressant peut-être dans ce secteur aujourd'hui, selon vous? Alors, peut-être, il y a déjà effectivement beaucoup de choses qui ont été dites sur Kering. Ce qui n'a pas été dit, quand on fait une comparaison par rapport à Hermès ou LVMH, on s'aperçoit que c'est des groupes qui ont accompagné leur croissance d'une montée en gamme pour garder ce côté aspirationnel. Aujourd'hui, quand vous entrez dans une boutique LVMH, vous pouvez encore acheter des sacs, on va dire, canevas, donc en toile. Mais de plus en plus, ils avaient introduit le cuir, ce qui permettait également de faire monter les prix. Quand on regarde une marque comme Gucci, avec des produits qui étaient effectivement très beaux, ils avaient eu une démarche qui était un peu inverse, en abaissant certains produits, en allant beaucoup plus sur de la sneakers, des choses comme ça, beaucoup plus mode. Ce qui fait que quand vous êtes client de ces marques-là, quand vous voyez votre produit... je veux dire, qui devient banalisé, commoditisé, ça perd un peu ce côté aspirationnel. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut se corriger, mais qui va prendre du temps. Et quand on regarde le secteur du luxe, il y a quelques groupes qui sont en retournement depuis maintenant plusieurs années. Je pense à Tod's, je pense à Ferragamo, je pense éventuellement à Burberry, où on a eu des monomarques à chaque fois. Des monomarques à chaque fois. Mais alors effectivement, Kering est un peu plus qu'un monomarque, mais vu le poids de Gucci... 2 tiers du résultat. Voilà, c'est quand même... Gucci est central. On voit bien que c'est pas uniquement un designer qu'il va falloir. Il faut repenser. Et dans le même temps, c'est ce qui était dit, c'est que vous avez un réseau de magasins à entretenir,
Et ce réseau de magasins, il faut le payer. Et donc, en fait, au-delà du chiffre d'affaires, la baisse des résultats, elle est bien plus importante. Donc, nous, aujourd'hui, c'est un groupe qu'on avait plutôt un petit peu laissé de côté en attendant de voir, justement, des vrais signes d'amélioration. Hein. Il ne s'agit pas de le jeter, mais c'est de dire à ce moment-là, il vaut mieux être un petit peu patient. Et regarder un groupe qui est plutôt un groupe qui s'est bien retourné. Et ce qui est intéressant par rapport à ce qui a été dit, qui, en réalité, a opéré une transition générationnelle et qui, lors de cette transition générationnelle, a très largement renforcé son équipe de management. C'est Prada, alors qui est coté à Hong Kong, mais qui a fait venir Andrea Guerra, qui était l'ancien patron de Luxottica, mais qui est passé chez LVMH, qui a fait venir un certain nombre de personnes, y compris de chez Gucci, et qui, aujourd'hui, a revu sa stratégie produit. Alors, à un moment donné, ils avaient beaucoup poussé sur des produits qui étaient ce qu'ils appelaient Made in Prada, en nylon. Ils ont un peu fait machine arrière. Ils sont vraiment revenus sur le Made in Italy avec une marque qui, aujourd'hui, a énormément de hype. Ouais. Et quand on regarde aujourd'hui les résultats de Prada qui sont sortis ce matin, on est sur plus 17% sur la marque Prada. Plus 12% sur la marque Prada et plus 90% sur la marque Miu Miu. D'accord. Donc on est sur des choses qui sont complètement différentes. Et encore une fois... Groupe de beaucoup plus petite taille, hein, même comparé à Kering. Beaucoup plus petite taille. Mais effectivement, mais encore une fois, il y a une forme d'agilité aussi. Si aujourd'hui, un groupe qui a des marges brutes qui sont très élevées, qui sont celles du luxe, mais qui a déjà, en réalité, la structure d'un groupe en termes de nombre de magasins qui sont équivalents des groupes de beaucoup plus grande taille. Et donc là, on peut avoir l'effet exactement inverse de celui de Kering, c'est-à-dire que les ventes additionnelles se font avec assez peu de coûts additionnels. Ouais. Et donc en réalité, on va avoir un effet de levier à la hausse. Donc il nous semble plus intéressant aujourd'hui de nous positionner sur un groupe comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils font à Hong Kong ? Enfin, ils ont le droit d'être à Hong Kong, côté, mais enfin, bon, vous êtes responsable des actions européennes. Alors, l'avantage, c'est qu'ils ont quand même un code ISIN. C'est européen. C'est quand même une société européenne. Le groupe est européen, d'accord. Donc, dans un certain nombre de portefeuilles, on a la possibilité d'acheter ces titres-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils avaient essayé de se coter à Hong Kong au moment où l'Occitane avait fait. On avait un certain nombre de groupes qui l'avaient fait, en pensant qu'ils allaient avoir une valorisation qui serait un peu meilleure. Aujourd'hui, avec ce qui se passe sur la Chine, c'est un peu la douche froide et ils ont la tentation de revenir en Europe. Et très certainement, s'ils revenaient en Europe, et donc aujourd'hui, le groupe souffre plutôt d'une décote par rapport aux actifs européens. Intéressant. Et donc aujourd'hui, il y a sans doute un intérêt à regarder ce groupe-là. C'est moins bien valorisé qu'une boîte de luxe cotée en Europe. Plutôt moins bien. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait un Kering qui était à 15 fois, un LVMH qui était à 22, 23 fois en début d'année. Alors, elle a bien progressé depuis le début de l'année, mais on a un Prada qui était plutôt aux alentours de 20 fois, donc avec une légère décote. Ouais. Quand on regarde à nouveau Kering, mais je veux dire, on a décrit les problèmes Kering spécifiques. Quand on regarde en comparaison par rapport aux autres publications, il y a eu Prada, il y a eu aussi LVMH, bien sûr. Est-ce que c'est une dynamique d'écart qui s'élargit encore plus, ou est-ce qu'il y a aussi des difficultés quand même, y compris pour un vaisseau amiral comme LVMH ? Alors, il y a une logique d'écart opérationnelle. Ça, oui. Dans l'exécution. L'exécution, on a des écarts qui se creusent, ça devient les grands écarts. Hein. Ouais. Oui. Ça a été dit à propos des sociétés qui sont en retournement. On l'illustre, on le voit avec un méga acteur quand même, Kering, dont Noran a très bien dit tout à l'heure. Ils subissent aussi le fait d'avoir été très très vite la décennie d'avant et d'avoir connu un succès fulgurant et d'avoir voulu un peu traire la vache un peu vite. Quoi, hein. C'est pas le cas chez Hermès. On va toujours au même rythme. A priori, toujours, mais on aura une petite partie de la réponse demain matin, à 8h, avec les résultats du premier trimestre. Ouais. Mais en effet, chez LVMH, qui joue maintenant, il ne joue plus du tout dans la même catégorie. La rivalité, Arnaud... Avant, il y avait un vrai match. La messe est dite. Pour quelque temps, au moins. Non, mais durablement. Durablement. On verra ce que sera la génération suivante. Quand on prend les réalisations du premier trimestre, ça, personne n'a la réponse, peut-être même pas le premier intéressé. Peut-être même pas. Hein, sur la succession. Non, mais c'est l'obsession. C'est la bataille de petits chevaux, quoi. Enfin, alors, sur l'opérationnel, chez LVMH, les résultats qui sont sortis il y a une dizaine de jours étaient quand même pas palpitants. En fait, ils étaient carrément médiocres. Alors, par rapport aux craintes, ça va.
Il y a un tel pilotage des anticipations, et puis ça a été précédé d'innombrables rumeurs sur ça décroche aux États-Unis parce qu'il y a eu un warning d'un acteur aux États-Unis qui est du luxe, mais enfin il fait du luxe aspirationnel. Enfin, c'est Coach, c'est Michael Kors. Oui. Ça n'est pas comparable avec Dior et Louis Vuitton, mais c'est un indicateur quand même qui sont de avancé. l'intemporel chic, voilà. Hein, il y a différents niveaux de gamme dans le luxe. Il y a des tas de rumeurs sur la Chine depuis un moment, hein. Ouais. Et c'est un sujet qui n'a pas été, il n'a pas été répondu clairement chez LVMH. Quelle a été la performance du groupe sur la Chine au premier trimestre. La réponse a été concernant la nationalité chinoise et les clusters chinois. Donc chinois où qu'ils consomment, aux Galeries Lafayette pendant 3 semaines, pendant le Chinese New Year, ou beaucoup au Japon ou en Corée ou pendant leur voyage, à 90% en Asie. Ils ont beaucoup consommé en Asie. Les déductions qu'on peut faire, mais c'est une présomption. Bien sûr. Notre métier, c'est de faire des hypothèses. Probablement qu'en Chine, LVMH est en recul sur le territoire chinois à 2 chiffres. On ne va pas dire que ça n'est pas une source de préoccupation. Néanmoins, le groupe est très solide, le groupe a des métriques de talent, de puissance innovatrice, de capacité à trouver les meilleurs emplacements, de stratégie générale, une force bilancielle qui est phénoménale. Ils chassent tous les meilleurs emplacements, les meilleurs créatifs et les meilleurs talents pour concevoir, vendre. Et toute la supply chain, c'est un métier industriel. La supply chain, quand Gilles parle tout à l'heure de Prada, un boulot que Prada fait hyper bien. Là, ils savent vendre des produits dont les consommatrices et les consommateurs ont besoin. Ils s'y retrouvent. Mais en plus, ils mettent, c'est un truc que tu as cité, je crois, des infrastructures, une ossature. Parce que c'est bien de créer, mais il faut pouvoir produire, just in time, la supply chain. Et là, LVMH nous dit, c'est moins bien, mais ne vous inquiétez pas, parce qu'on a matière à compenser ça et défendre la marge. Ils sont crédibles. Ils sont crédibles parce qu'ils sont dans l'excellence industrielle. Ça fait 15 ans que LVMH a attiré des talents de la distrib. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Et les Italiens disent ça très bien. Pouvoir d'attractivité phénoménal. Donc LVMH, c'est un peu entre deux eaux. Évidemment, c'est une référence pour nous. Et sur la succession, vous êtes... J'ai pas d'idée, moi. Non, mais vous êtes confiant dans l'idée que Bernard Arnault choisira, quelles qu'elles soient, les meilleures options pour l'avenir et le futur de LVMH dans le siècle de demain, puisque dans 100 ans, comme il le disait il y a quelques années, je ne sais pas si on utilisera encore Facebook, je suis sûr qu'on boira encore du champagne dans 100 ans, et j'espère qu'on boira encore du Mouette, bien sûr. Alors, mais c'est forcément familial, ou est-ce qu'on peut imaginer que d'autres personnes puissent être également, je ne sais pas, amenées à être de potentiels successeurs? On peut imaginer les deux, mais je vais vous répondre autrement. Je pense que sa priorité est plus d'assurer la pérennité du groupe à 100 ans que de transmettre son groupe à sa famille. Voilà ce que c'est le ressenti que j'ai. Oui. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, Beccari qui chapeaute tel et tel des mentors, système de parrainage, des mentors. Oui. C'est déjà très bien organisé de ce point de vue-là. Stefano Bianchi qui arrive, qui va avoir le même rôle. Parce que si les enfants font pas l'affaire, il n'aura pas de scrupule à mettre quelqu'un d'autre d'extérieur à la famille qui ferait l'affaire. D'accord avec ça? C'est plutôt la sensation que j'aurais, effectivement. Bon, l'élément peut-être qui n'a pas été cité, qui est quand même en train de faire de plus en plus la différence, hein, on parle à longueur de journée d'intelligence artificielle, mais c'est que ces grands groupes, dont LVMH fait partie, on l'a vu avec L'Oréal, c'est quand même, ils ont une capacité à collecter, à avoir des données déjà en interne, mais à collecter de la donnée, qui fait que ça les rend de plus en plus pointus. Pour également être capable d'identifier les trends et de savoir ce qui doit se faire. Et ce qui fait que ça ne veut pas dire que des petites maths peuvent pas sortir. Chez L'Oréal, c'est depuis des années, avant même qu'on sache ce qu'était ChatGPT. On a vu les chiffres de L'Oréal qui étaient absolument phénoménaux là, sur le premier trimestre, avec une croissance qui était bien au-delà de ce qu'on attendait. Et donc cette capacité à être capable d'identifier ces trends, avoir un temps de réaction plus court, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place pour les petites marques. Mais ces petites marques, elles peuvent faire un home run. C'est pas évident de durer.
Et ces grands groupes aujourd'hui, grâce à cette puissance de la donnée, ou cette utilisation de la donnée, elles ont une capacité quand même, sans doute, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais sans doute à mieux anticiper, à mieux... Ça dérisque un petit peu quand même. Ça devrait permettre de dérisquer un peu quand même. Ouais, je comprends. Bon, on ne peut pas avoir que du luxe, donc enfin, on peut toujours, mais il faut qu'on regarde un peu ailleurs dans la série de publications d'entreprises. Là. Dans cette saison de résultats d'entreprise, qu'est-ce qui vous intéresse, Nourane? Et si je pose le sujet un peu macro, pour dire un mot des banques centrales, on voit que le moteur perspective de baisse des taux des banques centrales, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, est peut-être un peu amoindri en ce moment. Et donc, pour les marchés actions, le moteur fondamental des résultats est plus que jamais indispensable. Oui, ça je suis d'accord, mais en fait ça a toujours été le moteur depuis le début de l'année. Oui. Parce que quand on regarde le mouvement des taux, il a toujours été haussier depuis le 1er janvier. C'est vrai. Donc ça c'est la première chose. Alors en fait la question sous-jacente c'est, bon finalement maintenant qu'on n'a plus ce moteur... Bon, maintenant qu'on est à 4,70 sur le 10 ans américain, voilà. Est-ce que cette correction peut aller plus loin? Est-ce qu'on est en pause? Est-ce que bon, c'est toujours assez compliqué de répondre à cette question. Mais si on regarde ce qui s'est passé, effectivement, les marchés ont été un peu chahutés. Pour l'instant, on peut dire qu'un petit peu, puisqu'on a eu globalement des baisses des indices globaux, entre 3 et 4%. Donc ça reste, somme toute, assez limité. Ils ont baissé pourquoi? Pour 3 raisons. Des inquiétudes un peu sur l'inflation, un changement de ton des politiques monétaires et des montées des tensions inflationnistes. Est-ce que ces 3 éléments-là... Tensions géopolitiques? Géopolitique. Oui. Les deux allant de pair. Voilà, mais vous avez raison, c'est géopolitique. Est-ce que ces éléments-là sont de nature à modifier un scénario économique que tout le monde validait depuis le début de l'année, enfin en tout cas au premier trimestre, qui était plutôt porteur pour les marchés actions, une croissance économique soutenue, une désinflation amorcée, même si elle n'était pas linéaire, ça tout le monde en convenait très bien, et puis des politiques monétaires qui allaient être plus accommodantes pour finalement accompagner un soft landing, voire un potentiel de récession. Finalement, je dirais que ces éléments ne modifient pas fondamentalement ce scénario économique porteur pour les marchés, pour la simple et bonne raison que l'économie est solide et c'est cet élément-là qui n'impose plus la Fed de baisser ses taux et de soutenir la croissance. C'est comme ça qu'on le voyait jusqu'à présent. Oui, mais donc c'est une bonne chose. D'accord. Il ne faut pas oublier qu'en fait cet environnement est très solide. Les ménages consomment, la charge d'intérêt de la dette est au plus bas historique, les banques sont surcapitalisées, les États financent la croissance à coup de politique budgétaire, à coup de relance massive. Et donc dans cet environnement plutôt solide, on devrait avoir des publications de résultats, des croissances de bénéfices qui sont aujourd'hui plutôt limitées, puisqu'on a une croissance économique aux États-Unis quand même qui est au-dessus de son potentiel, oui. et on a or, cette magnifique 8% de croissance des BPA attendue, c'est sur l'année. Sur l'année. C'est relativement faible et ça pourrait être révisé à la hausse. En Europe, c'est 4%. Alors, c'est vrai qu'on est sur des niveaux de croissance moindres, à 0,6% de croissance du PIB cette année. Mais le momentum est en train un petit peu de s'inverser et devient positif sur... Et donc, dans cet environnement, les entreprises ont encore la capacité de surprendre, d'améliorer encore leur opérationnel, leur marge, etc. Oui, parce qu'en fait, quand en début d'année, on attendait une croissance aux États-Unis et en Europe beaucoup plus faible, les croissances économiques ont été largement révisées à la hausse, mais pas la croissance des bénéfices. Et depuis le début de l'année, on a des marchés qui sont plutôt rationnels quand on regarde ce qui a surperformé, même si on prend en compte les mouvements récents. C'est les large caps, c'est les valeurs cycliques et c'est les valeurs growth. Mais en fait, tout ça, ça répond à une logique fondamentale. Qu'est-ce qu'on a sur les valeurs cycliques? Les valeurs cycliques reflètent cet environnement économique solide. C'est les banques en Europe, c'est l'automobile en Europe, etc. Oui, tout à fait. Ouais. C'est la tech, c'est les valeurs industrielles aussi qui sont bien exposées. C'est une partie des semis, etc. Les sociétés, ça c'était les sociétés cycliques. Sur les small caps, c'est un vrai sujet, les small caps, et c'est un vrai risque. Parce que quand on regarde un petit peu, on a tendance à dire, mais c'est étonnant, dans des marchés aussi, on a toujours eu une surperformance des small caps. Mais en fait, les small caps n'est pas corrélée à la hausse du marché, elle est corrélée au taux, historiquement très corrélée au taux. Donc effectivement, si on regarde les métriques financières des small caps, on comprend complètement qu'elles sous-performent aujourd'hui. Quand on regarde les niveaux de levier financier, donc la dette nette sur EBITDA, sur les small caps, elles sont à 4,5 fois. Sur les large caps, on est à 1,3 fois, donc nettement différent. Les intérêts payés pour les small caps, c'est 5,5.
on est à 3, 3,5 sur les large caps. Et la structure de la dette est complètement différente sur les small caps, puisqu'en fait, si on regarde le Russell 2000, il y a 40% des entreprises qui ont des dettes qui sont à taux variable ou très très courts, alors que c'est à 20%, moins de 20% sur les S&P. Oui. Donc ces métriques-là expliquent qu'aujourd'hui... Malgré la croissance, ça explique que malgré la croissance, ce segment-là ne soit pas recherché par les investisseurs. De toute façon, c'est compliqué d'investir sur la croissance future quand de toute façon vous êtes à sec au niveau de la trésorerie ou en tout cas quand la charge financière est trop lourde. Donc aujourd'hui, je trouve que le marché est plutôt rationnel, plutôt cohérent. Cette rationalité qui est liée aux fondamentaux économiques et à la solidité financière des entreprises, bien évidemment, elle devrait continuer. Bien évidemment, elle devrait continuer. L'idée est de rester constructif. L'idée est de rester constructif, de rester un petit peu... Alors, il faut faire attention, parce que c'est vrai qu'on va en parler peut-être tout à l'heure. Dans les résultats des entreprises, c'est ce qu'on disait, hein, le marché est très, très sélectif, très exigeant. Donc, dans un même secteur, on va avoir des divergences très fortes. Mais quand vous regardez le sous-jacent, on a parlé de Kering avec LVMH ou Hermès ou d'autres, effectivement Prada qui était fort. En fait, ça se comprend. Mais vous avez exactement la même chose dans d'autres secteurs. OVH avec, on en parlait... Il n'y a pas de baisse de qualité pour des groupes de qualité. Il n'y a pas de baisse de qualité pour des groupes de qualité et les publications sont plutôt bonnes avec des tendances sous-jacentes qu'il faut souligner et qui restent très dynamiques. Les carnets de commandes sont toujours historiquement plus hauts. Vous avez vu la publication d'Atlas Copco qui prend 8%, c'est une société qu'on aime beaucoup chez Mansartis. Honnêtement, quand vous regardez les chiffres, la tendance de fond qui est un peu la transition énergétique, ça roule, ça tourne. Nicolas, sur l'idée de est-ce que les résultats d'entreprise permettront de compenser quand même l'effet baisse de taux, ou enfin l'absence de baisse de taux, en tout cas dans un futur proche, comme on pouvait l'espérer? Alors, aux États-Unis. Vous savez que c'est évidemment le sujet qui me tient le plus à cœur depuis longtemps. Et au coup-ci, j'ai pas envie de donner le bénéfice du doute. Je veux le voir pour le croire. Voilà, c'est une autre façon de le dire. Ou alors on peut dire, il y a ceux qui disent, j'achète le marché parce que les taux vont baisser, puis j'achète le marché parce que, en fait, la croissance va être au rendez-vous. Je veux plus être dans ce camp-là. La baisse des taux, il fallait la jouer au moment où on a senti. C'est facile de parler avec le rétro. Oui. Et puis c'est pas intéressant. Mais néanmoins, il fallait jouer la baisse des taux quand les banques centrales ont commencé à être crédibles sur on va pas laisser faire. La Fed la première. À ce moment-là, les prix étaient quand même significativement plus bas et c'était moins cher. Et à l'époque, on nous a parlé 2 ans de suite, 24 mois de suite de l'hypothèse d'une récession dont on ne parle plus jamais. Il y a 80% des investisseurs aux États-Unis, puisqu'il y a des sondages, et là, il y a tellement de statistiques aux États-Unis, puis c'est le marché le plus vaste, le plus sérieux, qui disent récession, c'est pas dans notre. Les derniers ont capitulé, là, ces dernières semaines ou ces derniers mois, oui. Peut-être qu'on est en pleine économie vibrante et effervescente, mais. Même Jamie Dimon nous a dit hier que c'était booming. Après nous avoir dit que ça allait être la catastrophe, que les nuages arrivaient, que ça allait être l'orage. Bon, il dit, mais mettez-moi quand même dans le camp des prudents et des sceptiques. Voilà, donc on va voir sur les résultats. Moi, j'ai plutôt un sentiment dans les boîtes qu'on a vues depuis début janvier, puisque ça commence toujours en janvier. Il y a des forums où on peut se retrouver d'ailleurs les uns les autres. Bien sûr. Il y en a un peu moins sous le pied, quand même. C'est pas sur le personnel cost que ça va baisser, tant mieux d'ailleurs. C'est une excellente nouvelle à long terme. Mais c'est pas une marge de manœuvre pour cette année. Les stratégies prices over volume, c'est un peu fini, ça. L'idée que le prix va permettre de compenser toute baisse des volumes. C'est complètement fini depuis des semaines et des mois. J'en fais trop. Évidemment, il va y avoir des exceptions. Mais c'est fini. Puis pardon, mais... Je sais pas, Pepsi, les volumes baissent, mais les prix permettent encore d'afficher... Mais c'est des prix qui montent de 5%, ça monte plus de 15%. Vous pouvez le dire autrement, vous pouvez le dire comme chez Nestlé, qui est en crise à la Nestlé. C'est une crise très relative depuis 2 ans, depuis que l'inflation est sortie du chapeau, l'agroalimentaire s'en sort pas bien, les ménages font des arbitrages.
Est-ce que c'est un moteur quand même encore pour le marché action, même si on a un petit vent de face avec les taux aujourd'hui Si je regarde l'Europe, depuis le début de l'année, la révision des bénéfices pour le marché, elle avait été revue à la baisse de, en gros, 2-3%. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, sur le dernier mois, on a arrêté de réviser à la baisse et on commence un petit peu à réviser à la hausse. D'accord. Et donc ça, effectivement, ça veut dire que on a eu un premier... En fait, si on regarde le mouvement de début d'année, la hausse, elle s'explique uniquement par une expansion des multiples de valorisation. Et donc, on est venu combler le gap qu'on avait par rapport à la moyenne historique. Donc aujourd'hui, on a une valorisation en Europe qui est pas excessive, on est sur la moyenne. Non. Et d'autant que si on pense que la BCE va baisser ses taux, à la limite, on pourrait même avoir une expansion un peu ultérieure. La bonne nouvelle, c'est que là où on s'attendait à des révisions à la baisse, en fait, on les a pas eues et on est en train de les inverser. Il y a une inflexion. Donc, il y a encore sans doute de la place. Maintenant, je trouve qu'on est dans un environnement qui reste quand même très volatile, très incertain, et où certes, il y a des bonnes nouvelles. Je regardais hier en Europe les PMI qui étaient bien meilleurs qu'attendus, mais c'est les PMI services. Les PMI manufacturiers, ils restent un peu en dessous. Les bonnes nouvelles, c'est également que finalement, on a un certain nombre d'endroits où on s'aperçoit que grâce à la baisse des prix d'un certain nombre d'intrants, on a une récupération, une hausse du pouvoir d'achat de la part des ménages. En Italie, c'est assez notable. Quand on regarde il y a plus d'un an, le prix de l'électricité, on était monté sur des prix de l'électricité à plus de 300 €. Donc sur la facture des ménages, sur l'année, c'est ce qui récupère en gain de pouvoir d'achat, c'est assez phénoménal. Donc on a quelques éléments comme ça de soutien. Maintenant, on voit que cet environnement, il est quand même, il me semble, ultra fragile. Donc moi, dans le portefeuille, je continue à vouloir avoir une approche un peu balancée entre, oui, de la croissance, parce qu'à long terme, c'est ce dont on a besoin, mais des secteurs qui font sans doute un peu moins rêver, mais sur lesquels on est ancré un peu plus dans le quotidien. Et je pense notamment au secteur des services aux collectivités, qui a très largement pâti de la hausse des taux depuis le début de l'année. Ouais. Mais quand je regarde les résultats d'Iberdrola ce matin, on attendait une croissance de 5% pour l'année. Ils ont révisé, ça sera plutôt entre du 7 et du 9. Et vous êtes sur un acteur qui est au centre de la transition énergétique. Aujourd'hui, et même si les États-Unis ne croient pas à la transition énergétique, à partir du moment où vous mettez plus de renouvelables dans votre réseau, vous êtes obligé de reconstruire tous les réseaux. Ouais. Aujourd'hui, avec Iberdrola, vous avez un des leaders mondiaux dans les réseaux. Alors, il y en a d'autres, mais c'est un acteur essentiel, qui a un track record exceptionnel depuis plus de 20 ans. Et un peu de visibilité sur les taux directeurs de la BCE, ça fera pas de mal à ces valeurs-là. Et c'est un titre qui, quand on regarde, en réalité, depuis 3 ans, n'a rien fait, alors que les résultats n'ont pas arrêté de monter. Ouais. Je veux dire, ils n'ont jamais révisé la baisse. Donc, avoir ce genre de titre, et qui, au passage, va vous servir à un 5% de dividende. Donc, ça fait moins rêver. Ça ne va pas doubler dans l'année. Et si ça double, il sera urgent de vendre. Mais en avoir un peu dans le portefeuille pour venir parer des coûts. Parce qu'on voit quand même que le marché reste très... Il bouge beaucoup sur des flux. Et ça va très vite. Donc, si on essaye de... Donc, voilà, essayer... Timer le marché, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc, essayer de se mettre, faire un pas de côté pour trouver des endroits où se cacher, c'est pas mal. Sur la tech, comment vous regardez le secteur aujourd'hui ? Alors, il y a les États-Unis, il y a quand même aussi l'Europe. Aujourd'hui, c'est des boîtes de semi-conducteurs, quand même, qui permettent aux indices alors de pas trop baisser, pour dire les choses. Nourane, comment on aborde ce secteur aujourd'hui ? Il est compliqué à aborder le secteur parce qu'il y a différents segments. Ouais. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur le secteur des semis, c'est 80% PC et smartphone. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de demande. Donc, en 2023, on avait une très forte... L'industrie des semis est exposée à 80%, à la demande des smartphones et des devices, d'accord. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023 ? C'est étonnant de voir tous ces cours de bourse exploser, des valeurs de semi-conducteurs qui ont tout affiché globalement, à part Nvidia, celle qui était vraiment exposée sur le high level. Elles ont toutes eu des baisses de chiffre d'affaires parce qu'en fait, la demande sous-jacente n'était pas là. Donc, ASML l'avait très bien anticipé, a dit, en fait, la demande n'est pas bonne donc, pour 2023, elle va rester flat pour 2024. Et l'IA, on commencera à avoir les répercussions de l'IA qu'en 2025. Très bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On a effectivement des bons chiffres chez Texas Instruments. On a des mauvais chiffres. On a eu des chiffres plutôt moyens chez TSMC, quand même, à cause de cette demande. Pourquoi ? Parce que là où on s'attendait en fait, à une demande plutôt flattish, en fait, on a une baisse encore de cette demande-là. Et ça reste
les smartphones et les PC qui drivent en fait la croissance des Et semi-conducteurs. ça veut dire quoi? Il n'y a Par pas le contre, renouvellement de ces équipements qui arrivent avec l'IA qu'on va mettre il n'y a pas de dedans, etc. renouvellement, ça c'est sûr. Sur l'IA, si, c'est-à-dire que quand on regarde la partie qui est affectée directement par l'IA, elle est en croissance très forte chez TSMC, elle est en croissance. D'accord, oui, bien sauf, sûr. Sauf que c'est une partie minime encore du je chiffre comprends. d'affaires. Donc il va falloir à un moment donné, mais on ne l'a pas tout de suite. Aujourd'hui, en fait, ce n'est pas complètement reconnu dans les chiffres, on l'aura que dans 1 ou 2 ans. Donc il faut savoir être patient sur certaines sociétés et rester. Et bien regarder le positionnement de ces acteurs, Voilà, donc effectivement. rester sur des leaders, sur des positionnements qui sont presque agnostiques, on l'a un peu chez ASML quand même. Donc ça c'est important. C'est ça qui est compliqué, je trouve, dans cette industrie, c'est que chaque acteur a un positionnement, un mix produit très très différent et que dans la hype IA qui emporte Nvidia de manière très légitime, c'est vrai que derrière, il y a parfois peut-être des quiproquos. Non, Nicolas? Et encore des distorsions. Et encore des distorsions. Énormes. Ouais. C'est un secteur qui se fragmente, là? Bah, non, Nourane l'a très bien dit. Il y a des marchés adressables qui diffèrent et finalement, c'est plus simple d'avoir des acteurs qui sont forts dans un segment. Ouais. Les acteurs forts Plus partout, visible, à la Intel dans les années 80, c'est fini, ou presque. Il reste encore c'est sûr que TSMC, Samsung Electronics, dans la commodité, ils sont sûrement incontournables. Et puis après, il y a les acteurs de niche et des niches qui deviennent des trucs à 2000 milliards de valorisation. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez en macro marché l'indice des semi-conducteurs. Le SOX, oui. Il n'a pas fait un plus haut, il a fait un archi plus haut historique. Et en proportion par rapport à son marché, le S&P 500, il a aussi touché un nouveau, le plus haut historique. Ouais. Et lui-même, il est composé d'une multitude d'acteurs. Ouais. Il n'y a pas de doute que le semi-conducteur, c'est passionnant, que c'est le carburant de la société digitale et de l'intelligence artificielle. Il n'empêche que c'est un marché cyclique. Oui. Soumis Ça à des reste- cycles. ça Soumis à des reste- cycles. Soumis à des Ça, cycles. je suis d'accord, il ne faut pas l'oublier. Là-dessus, un mot? Non, oui, Seconde. effectivement, sur les segments, en réalité, quand on regarde le secteur un peu comme le secteur de la voiture en 2006, jusqu'en 2006, le secteur mondial de l'automobile, c'était 60 millions de véhicules. On a la Chine qui est arrivée, on est passé à 90 millions et donc on a eu de la croissance. Le secteur des semis, pendant très longtemps, c'était les PC, les téléphones. C'était les PC puis les téléphones. Ce segment-là, aujourd'hui, on est dans un cycle de renouvellement. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de croissance, mais aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Donc, on est dans le cycle de renouvellement. C'est un peu différent. Et donc, on a les capacités installées. Ouais. Aujourd'hui, la croissance, elle se fait quoi? Elle se fait sur des nouveaux usages. Et nouveaux usages dit nouvelles puces. Et donc, c'est des Nvidia, c'est des AMD, c'est des segments. Et c'est ces segments-là qui sont en croissance. Ouais. Sur les Intel, c'est pas que c'est mort. Non, à la limite, il y a c'est du renouvellement. Mais c'est du renouvellement. Ouais. Et donc, Plus la même dynamique de on est croissance. plus dans une dynamique. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Gilles Guibou, AXA IM, Nicolas Brault, Autingre Banque Privée et Nourane Charer, Mansartis. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et nous avons rendez-vous régulièrement avec Ronnie Michalil, le président de Galilée Asset Management, pour décrypter justement une des grandes thématiques d'investissement dans le monde. Ronnie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est cette encyclopédie des thématiques, ce codex des thématiques, 25 grandes thématiques d'investissement sur le plan mondial que vous screenez, que vous analysez, que vous pricez également. La thématique dont vous nous parlez ce mois-ci, c'est celle de la finance du futur. Que regroupe déjà, pour qu'on ait tous à peu près le même niveau de compréhension, que regroupe cette terminologie finance du futur, Ronnie? Alors, ça désigne les acteurs qui font usage de la technologie pour favoriser le développement des services et des activités financières. Concrètement, ça veut dire qu'on retrouve les banques, et notamment les banques qui interviennent pour améliorer leur business model, principalement. On n'aura pas toutes les banques là-dedans. Ouais. Il y a les services financiers spécialisés, comme les plateformes qu'on peut avoir en asset management qui collectent les rétrocessions, etc. On a les paiements digitaux. Voilà, et puis on a les sociétés financières disruptives. Ça, j'y reviendrai, parce qu'il faudra vous expliquer exactement ce que c'est. Bon. Et en quoi est-ce que c'est une thématique qui correspond justement à votre modèle de recherche? Pourquoi est-ce que cette thématique se retrouve dans le codex aujourd'hui, Ron? Alors nous, dans le codex des thématiques, on a
25 thématiques réparties dans 5 piliers. Et ces thématiques doivent impérativement découler d'une ou plusieurs mégatendances et être structurelles, internationales et transversales. Ça, c'est vraiment la clé pour être dans le Pour codex. rentrer dans des le thématiques. codex. Voilà. Donc, ça évite toutes les thématiques un petit peu voilà, qui sont des modes ou des tendances. On n'en est que sur les thématiques issues de mégatrends, mégatendances. Alors, ici, cette thématique, elle est portée par 4 mégatrends, donc c'est beaucoup. Il y a la digitalisation, la numérisation de l'économie, il y a l'émergence des classes moyennes, bien sûr, il y a la croissance de la population mondiale, et il y a les nouveaux modes de consommation comme l'e-commerce, par exemple. Et elle est structurelle dans le sens où le marché des fintech augmente à peu près, enfin croît à peu près de 20% par an en ce moment, et le marché de l'InsurTech, qui est plus petit, plus récent, il croît presque de 50% par an. On est à 49% par an. Également, il y a tout ce qui est blockchain, avec par exemple Charles Schwab, le fameux provider d'ETF, qui nous dit qu'environ la moitié des jeunes de la génération Z veulent intégrer des crypto-actifs dans leur retraite. Et en effet, bon, que ce soit les cryptos ou la blockchain en général, ça représente la technologie la plus prometteuse finalement pour cette thématique. En 2022, j'ai les startups de la blockchain qui ont levé quand même 30 milliards. En 2023, c'était un peu moins parce qu'il y avait la hausse des taux, mais c'est quand même vraiment structurel. Oui, ça devient visible. Tout à fait. Alors, international, je ne vais pas tellement revenir dessus, mais juste pour vous expliquer qu'on avait des acteurs généralistes. Alors, je peux prendre une banque internationale comme HSBC, par exemple, ou une banque plutôt plus locale comme la Banque Populaire, et des facilitateurs de transactions, Mastercard, Visa. Ça, c'était l'ancien schéma. Le nouveau schéma, le nouveau paradigme, c'est des acteurs généralistes toujours, HSBC, la Banque Pop, etc., des fintechs, par exemple eToro dans le trading, Ripple dans les cryptos, Ulule dans tout ce qui est crowdlending, des big tech aussi, avec Apple, par exemple, avec l'Apple Card que vous pouvez avoir maintenant, qui est une carte de crédit d'Apple qui vous donne du cashback, qui vous permet de payer avec Apple Pay. On a Google Pay aussi, on a Amazon Lending qui fait du crédit finalement à ses vendeurs sur sa plateforme. Voilà, donc ça, c'est les big tech. Et on a les néobanques. On a N26, on a Wise qui est coté. Donc voilà, ça c'est donc un schéma de plus en plus international et transversal en un mot, puisqu'une thématique est toujours multisectorielle. Il y a principalement 2 secteurs dans cette thématique. C'est multisectoriel, il y a 2 secteurs. Il y a le secteur financier, bien sûr, à plus de 53% dans nos indicateurs, avec les services financiers et les banques. Et puis, il y a la technologie à 31% et un tout petit peu la communication services. Par exemple, vous avez Tencent qui a le fameux WeChat Pay. Effectivement. Voilà. Qu'est-ce que ça donne en termes de prix? Comment se comporte en termes de prix cette thématique finance du futur par rapport aux actions mondiales? C'est toujours la référence, Ronnie. Absolument. Alors en termes de PER, puisque c'est l'un des indicateurs qu'on regarde pour déterminer le prix des thématiques, on a un PER d'environ 21 fois. Donc on est exactement dans la moyenne des thématiques. Par contre, la moyenne des thématiques est plus chère que le MSCI World, qui lui est plutôt à 18,5 fois les bénéfices. Thématique croissance, quoi. Tout à fait, tout à fait. Généralement, pour être un méga trend, c'est qu'il y a de la croissance devant. Il y en a qui sont plutôt tilté value, mais en général, elles sont plutôt croissance. Au niveau des performances, je vous ai apporté ce graphique. Contre-intuitivement, attention, la thématique finance du futur, mesurée par notre indicateur thématique, elle est plutôt corrélée à la croissance. On a une corrélation avec la croissance à 0,91. C'est une forte corrélation avec la croissance. Vous voyez qu'en 2022, lorsque les taux remontent, la thématique plonge. La thématique est en bleu foncé sur ce graphique. Le MSCI World est en gris. Et vous voyez lorsqu'il y a une détente des taux vers fin 2023, début 2024, la thématique progresse de manière plus forte. Donc, contre-intuitivement, puisque le secteur bancaire est plutôt value, cette thématique est plutôt corrélée à la croissance. Donc, on a également, ce qu'on peut dire sur cette thématique, c'est une volatilité importante. Elle est autour de 20 parce que les marchés étaient assez calmes donc sur cette dernière année. Mais par contre, il faut savoir que parmi l'écosystème des thématiques, c'est l'une des plus volatiles. Ah oui.
Voilà. C'est le côté fintech, c'est ça qui donne cette volatilité par rapport au reste du marché. Absolument. Ouais. Côté croissance, hyper croissance, côté fintech. Point fort, point faible, justement, quand vous regardez cette thématique en profondeur, quels sont les risques qu'il peut y avoir notamment, et bien sûr, quels sont les points forts pour l'avenir? Tout à fait. Alors, les risques, les points faibles, on va dire, l'impact de la réglementation. Ça, c'est vraiment le gros point faible qu'il faut surveiller quand on investit. Chez Galilée, on ne fait que des actions cotées. On va regarder, bien sûr, tout ce qui peut impacter les marchés, les cours des entreprises de cette thématique au niveau réglementaire. Bien sûr. Ça, c'est important. Il y a une inflation des coûts réglementaires. Au niveau des banques, BAL 1, BAL 2, BAL 3. Les industries les plus réglementées au monde. Hein. Exactement. Et une baisse du chiffre d'affaires qui aurait pu être redirigé vers la R&D. Ça, c'est important. C'est un des points faibles. Ensuite, il y a une baisse aussi de la rentabilité de certaines activités de marché. En asset management, on a eu aussi une augmentation des coûts de réglementation indéniable. Marché de capitaux aussi, tout ce qui est salle de marché. Donc voilà, ça peut avoir vraiment un impact non négligeable sur le cours des boîtes qui composent cette thématique. Il y a aussi le fait que la dispersion des acteurs engendre un risque plus important de cyberattaque. Alors certains vous diront, attention, parce que certains vous diront c'est un point fort, la blockchain est plus sécurisée, etc. Et du coup la décentralisation fait que même s'il y a un gros acteur qui est attaqué, c'est moins grave. Certains autres vous diront, et ça il faut faire attention, c'est au cas par cas, évidemment il y a des plus petits acteurs comme ceux que j'ai cités précédemment qui peuvent se faire plus facilement plus vulnérables peut-être que d'autres. Voilà. Ouais. Et les points forts, bien sûr c'est un écosystème qui favorise la rapidité des transactions, que ce soit les fintech ou la blockchain, avec vos applis, c'est presque immédiat. La réduction des coûts opérationnels, ça c'est surtout la blockchain qui le permet. Élimination des intermédiaires, élimination des opérations manuelles. On a bien sûr la transparence des opérations, puisque tous les acteurs de la blockchain ont accès à tout l'historique des trades. Et puis la sécurité. C'est ça. Voilà. On retrouve aussi la sécurité dans les points forts. C'est ça. Une fois qu'une transaction est enregistrée dans la blockchain, elle peut plus être modifiée, elle peut plus être annulée. Enfin, c'est donc immuable. Ouais. Alors, c'est quoi ce point sur les sociétés financières disruptives là Alors, les sociétés financières disruptives, en fait, ça va fonctionner un petit peu comme les banques. Ça va avoir les mêmes services finalement que les banques traditionnelles, les organismes traditionnels, sauf que bien sûr, elles vont être avec des taux de change. Enfin, elles vont casser les prix déjà. Oui. Et puis elles vont être avec de l'immédiateté. Très souvent, vous pouvez charger sur votre application de l'argent et l'utiliser immédiatement, le convertir dans n'importe quelle devise. Il n'y a qu'à regarder Wise, par exemple. Et puis, vous allez avoir des marges plus serrées que sur les banques. Ils vont vous faire des taux de change quasiment... Bien sûr, les spreads sont plus serrés. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est les sociétés... Il n'y a pas le coût de structure d'un établissement bancaire traditionnel. Il y a donc les banques, les fintech, les big tech et les établissements disruptives. Voilà. Bon. Comment investir sur cette thématique-là, dans le choix qui est offert par le marché en termes de produits? Qu'est-ce qui a retenu votre attention, Ronnie? Alors, une fois n'est pas coutume, Grégoire, j'en ai 4 cette fois-ci. En général, il y en a 3, mais là, j'ai 3 fonds et un ETF qui pourraient intéresser en fonction des besoins, bien sûr. On a 30 secondes, allez-y. Oui, tout à fait. Alors, chez Jupiter, on a Jupiter Financial Innovation, environ 45% de banques, tout le reste fait partie de l'économie disruptive financière, plutôt un billet US sur celui-là. On a Odo Future of Finance. Lui est plus... historiquement, c'était Odo European Banks. Il a plus d'Europe que le précédent. C'est peut-être un héritage du passé. On a BGF FinTech qui, comme son nom l'indique, est beaucoup plus sur les FinTech que sur les banques. Et enfin, on a First Trust Innovative Transaction and Process. C'est un ETF tout à fait, qui vise tous les acteurs qui s'intéressent à la blockchain de manière générale, pas que aux crypto-monnaies. Merci beaucoup, Ronnie. Merci pour ce décryptage de cette thématique autour de la finance du futur. On vous retrouve régulièrement dans l'émission pour venir décrypter ces 25 grandes thématiques que vous analysez chez Galilée Asset Management. Ronnie Michali était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse.